Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Oups! Ça commence bien. C'est parce que j'ai décidé de baisser ma chaise comme 3 secondes pour aller en onde. Et si vous me regardez à la télé, vous l'avez vu. Parce qu'on est Cube Radio puis on est aussi Cube Télé. Et là, je l'ai tellement descendu que je suis rendu trop. Reviens parmi nous. Attends, mais qu'est-ce qui se passe avec la chaise? On n'arrive plus? Ah bon, OK, là, ça va. Bon. C'est compliqué, la technologie, hein? Ben, hey, parle-moi pas comme si j'avais 92 ans. Mais OK, là, ça va. Non, mais c'est parce que la petite pinouche qu'il y a sur le côté de ma chaise, quand tu la tires trop, elle descend complètement. Puis là, c'est rendu que la table était plus haute que moi. Bonjour, Cybèle Olivier. Salut, hey, moi ça va, mon siège est confortable, toujours à la même hauteur. Ben oui, c'est sûr, parce que toi, t'as pas besoin d'avoir une pinouche sur le côté pour la monter ou la descendre. Mais c'est parce que moi, je suis beaucoup plus grande que Benoît Dutrisac, tu comprends? Fait qu'il faut que j'ajuste la chaise. Tu n'as pas le syndrome de Napoléon? Toi? Non, pas du tout, pas du tout. Cybèle, on va parler encore un tout petit peu de cette affiche de Demi-Dove qui est encore à la mise aux enchères. On est rendu à 4000, ça bouge pas pour l'instant, mais on perd pas espoir vu que demain matin, qu'est-ce qui se passe demain matin? Et là, on a appris qu'on va recevoir la pancarte signée, parce que c'est ça qui se passe demain matin. Ivan Demidov va signer lui-même cette pancarte qu'on a mise à l'enchère. Et donc, ça fait énormément augmenter la valeur, surtout que les séries continuent, hein, parce que peut-être si on était un peu plus à la fin des séries, ça serait il y a un match ce soir, hein? Je suis pas certaine. Non, c'était hier, il y en avait un lundi, je pense que ce soir, il y en a pas. Il y en a pas ce soir? Et il y en a un demain. On se remet de nos émotions. La prochaine fois que tu veux, regarde, parle dans le micro pour qu'on t'entende. Allez, vas-y. Il y en a un demain, Sophie. Merci. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit le hockey parmi nous. Bon, il y en a un demain. Alors, lundi, mercredi, et là, le troisième est vendredi. Bref, on est rendu à 4000 $. Vous avez encore le temps de nous envoyer vos propositions. Vous pouvez nous le texter, vous pouvez nous l'envoyer par courriel, 1-877-827-2346 ou le studio à commercial cube.radio. Mais si vous voulez contacter toutes les personnes qui travaillent à Cube, évidemment qu'on va relayer l'information à toi, Sophie. 4000 $ quand même, c'est pas rien pour un geste qui est parti d'une idée comme ça. Ça va faire du bien, c'est certain, à l'organisme Procure qui s'occupe des hommes qui ont le cancer de la prostate, à faire de la promotion et à ramasser des fonds pour la recherche. À ceux qui l'ont et à ceux qui l'ont plus. Aux proches aidants aussi, oui, tout à fait. Puis aux proches à la famille qui sont avec le ces gens-là, absolument, et qui sont indispensables. Absolument. Merci d'y penser, ça me touche beaucoup. Merci, Cybèle. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Quand le pape François est décédé il y a quelques jours, évidemment, à travers le monde, ça a provoqué toutes sortes de réactions, d'hommages, bien sûr, extrêmement positifs, mais il y a aussi des côtés plus sombres à l'héritage, en tout cas, du pape François, et il y a beaucoup de gens qui ont été assez rapides à balayer ce côté plus sombre-là sous le tapis, mais il y a des gens qui n'oublient pas. Mon prochain invité s'appelle Sébastien Richard, il est porte-parole des victimes des religieux de la congrégation de Sainte-Croix. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Je trouvais ça extrêmement important, personnellement, de donner la parole aux gens qui, comme vous, avaient placé énormément d'espoir dans le pape François quand il a pris le pouvoir, quand il a accédé au Saint-Siège au début de son mandat. Quel genre d'espoir vous aviez, vous, au début, quand le pape François est arrivé à Rome? Dès le moment où il a été élu, le pape François a vraiment tranché avec ses prédécesseurs. Je me souviens très bien que sur le balcon de la grande place de Saint-Pierre de Rome, il est arrivé, puis plutôt que d'avoir un discours écrit avec des paroles en latin, puis des prières, puis des ci, puis des ça, il a tout simplement pris le micro, puis s'est mis à parler aux gens comme s'il était dans le salon chez lui. Et à un certain moment donné, vu la tâche qui l'attendait, il a eu l'humilité
de baisser la tête devant la foule en lui demandant de prier pour lui compte tenu de l'ampleur des défis qui l'attendaient. J'avoue que j'avais trouvé ça extrêmement surprenant, audacieux, mais en même temps rempli d'une simplicité qui l'honorait beaucoup. Alors, donc, c'est certain que vu que nous, dans le cadre du deuxième recours collectif qu'on fait contre la congrégation de Sainte-Croix, on est aux prises en ce moment avec une remise constante des procédures, c'est-à-dire on essaie de pelleter par en avant pour essayer de gagner du temps, puis en espérant que les victimes disparaissent par la force des choses. Et moi-même, comme porte-parole, j'avais envoyé 2 lettres par courrier diplomatique au pape pour lui demander d'intervenir pour qu'il donne les directives aux communautés religieuses s'il était vraiment sincère pour que les règlements se négocient et non pas qu'on s'empêtre dans les procédures juridiques. J'ai jamais reçu de réponse, de un. Pourtant, je sais que ça a été reçu. J'avais reçu un accusé de réception à un moment donné pour la première des 2 lettres. Mais par la suite, j'ai vu un reportage à la télévision française qui nous apprenait que lorsque le pape était archevêque de Buenos Aires, il avait eu la même attitude que tous les autres religieux, c'est-à-dire de défendre les agresseurs et de les protéger et de les cacher. Alors, à partir de ce moment-là, disons que mon optimisme a comme craqué. Et par la suite, au fond, on n'a rien vu. Le seul qui a vraiment bougé là-dedans, dans la mesure où il le pouvait, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, c'est Monseigneur Lépine ici à Montréal. Mm-hmm. Mais à part ça, on est resté dans le même état de vouloir protéger les agresseurs qui font partie du clergé. Et donc tout simplement de ne rien faire pour permettre à ces gens-là de pouvoir retrouver la dignité. Mais il est important de savoir que depuis ce temps-là, il y en a qui sont décédés. Voilà, et c'est ça qui est d'une grande tristesse, c'est qu'il y a des gens au fur et à mesure que le temps passe, les gens décèdent, aussi bien du côté des agresseurs que du côté des victimes. Donc la justice ne peut pas être rendue. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui aussi, Monsieur Richard, c'est de savoir quand on est porte-parole des victimes, quand on a fait ces démarches-là pour essayer de tenter de sensibiliser le pape et qu'il s'est strictement rien passé. Comment on reçoit ça quand le pape meurt et que, de façon quasi unanime, tout le monde dit à quel point il était formidable et que son bilan est fabuleux, en oubliant les victimes, en oubliant le fait qu'il ait fermé les yeux et qu'il ait même, dans certains cas, pris la défense des agresseurs. Comment vous avez reçu ça, vous? Vous savez que moi, je suis professeur d'histoire à la base, puis lorsqu'on pratique le métier que je pratique, la seule chose qu'on peut faire quand on fait un bilan de quoi que ce soit, c'est certainement pas de penser qu'il y a une seule chose. C'est un ensemble de choses. Et donc, je voudrais pas enlever au pape François ce qui lui revient, mais chose certaine, lorsque le pape est venu au Canada, je me souviens très bien que j'avais été aussi sollicité par plusieurs médias. Et ce qu'on a dû observer, c'est que si, par exemple, les excuses que souhaitaient les nations autochtones étaient éminemment pertinentes et tout à fait à propos, moi, ce que j'avais fait valoir, c'est que lorsqu'il a fait sa messe à Québec, c'est-à-dire à l'est de Québec, là, à Sainte-Anne-de-Beaupré, et que j'ai vu qu'il mentionnait à peu près pas les autres victimes, c'est-à-dire les non-autochtones. Là, je me suis dit qu'il y avait un problème sérieux parce que il se trouvait dans une église qui est sous la responsabilité des rédemptoristes. Or, les rédemptoristes à Québec, ce sont jusqu'à maintenant, c'est la seule communauté qui a fait le choix de se rendre jusqu'à procès contre ces victimes et de ne pas régler hors cours. Et si on prend le temps de lire le jugement qui a été rendu à cette occasion-là, ça avait été absolument catastrophique pour les rédemptoristes parce qu'à plusieurs endroits, le juge, dans son jugement, dit « Je crois les victimes, je ne crois pas les rédemptoristes ». Au moins 4 ou 5 fois où on voit ça. Donc, ça a été vraiment une gifle en plein visage pour les rédemptoristes. Donc, puisqu'ils se trouvaient chez eux, ça me semblait normal qu'il fasse un retour là-dessus et ça n'a pas été fait. Et c'est certainement déplorable, mais j'ai pas envie de faire le bilan du pontificat du pape François sur cette seule base-là. Mais le fait que vous me donniez l'occasion d'en parler aujourd'hui, je pense, permet de nuancer les choses.
C'est ça. Mais l'objectif aujourd'hui n'est pas de dire son bilan est totalement négatif, totalement noir. Voilà. Son bilan, le problème, c'est que ce qu'on entend depuis le décès du pape, c'est comme si son bilan était totalement positif et totalement blanc. Je pense qu'aujourd'hui, on peut apporter plusieurs nuances de gris. C'est pour ça que je trouvais ça important de vous parler, parce que moi, ça fait plusieurs années que je donne la parole aux victimes des prêtres ou enfin de l'organisation catholique, et je trouve ça assez singulier qu'au moment où le pape décède, on ne vous donne pas plus que ça la parole. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je trouve ça extrêmement important. Bien, je l'apprécie, mais je vous dirais que ça témoigne aussi de voir à quel point, au sein de l'Église catholique, la notion d'agression sexuelle sur des mineurs est quelque chose qui est totalement banalisé, et ça depuis très, très longtemps. Non, mais je dis les choses comme je le pense, parce que je peux même vous dire que j'ai quelques sources là qui me disent des choses qui se passent chez les Saintes-Croix. Puis, à un certain moment donné, il y avait un débat entre les pères et les frères à l'effet de savoir qui en avait agressé le plus. Et donc, c'était devenu une espèce de match de ping-pong en disant, moi, je l'ai agressé beaucoup moins que toi, etc. C'est quelque chose qui était profondément établi, surtout dans ces communautés où il se faisait de l'enseignement, puis il y avait des pensionnats. Je vous le dis, Madame Durocher, là, c'est quelque chose qui est totalement banalisé. On voit ça comme étant une faute qui est commise, mais comme on va à la confesse, puis qu'on demande pardon, ben donc Dieu, dans sa infinie miséricorde, va pardonner. Puis si on recommence, ben on va retourner à la confesse. Au fond, on banalise totalement ça. Puis c'est surtout que lorsqu'on voit les études scientifiques sur le phénomène, on voit que, moi, je n'hésite pas à dire qu'une agression sexuelle sur un mineur, c'est un meurtre au sens psychologique du terme. Combien de gens dans nos rues qui sont des itinérants? Je vous garantis, Madame Durocher, que là-dedans, on n'est pas loin de 100% de victimes d'agression sexuelle. Donc, il y a des gens qui survivent à ça sur le pilote automatique, dans l'indignité la plus totale, en attendant la mort, mais qui ne parviennent pas à reprendre contrôle de leur vie. Et donc, le fait qu'on banalise ça demeure quelque chose d'assez difficile. Il y a tellement de bons livres là-dessus. Je pense à un livre qui est un succès total dans le domaine. Ça s'appelle Ça arrive aussi aux garçons par Michel Doré, le professeur à la retraite de l'Université Laval en travail social. Je vous assure, Madame Durocher, que ce livre-là, bien qu'il ait plus de 25 ans, n'a pas pris une ride et d'une pertinence totale pour comprendre l'ampleur du phénomène. Alors, ça, c'est clairement un péché par omission, si je me permets d'employer un langage catholique. Absolument. Alors, j'ai deux choses à répondre à ça. On remercie en effet Michel Doré d'avoir écrit ce livre-là. Je considère qu'on ne parle absolument pas suffisamment des agressions sexuelles commises sur des hommes victimes. Et la deuxième chose que je veux dire, parce que ça va être la conclusion de notre entrevue, on souhaite évidemment que le prochain pape soit beaucoup plus sensible et mette sur pied une vraie commission, des vraies enquêtes avec des conséquences, parce que il y a eu une enquête en effet en France et le pape a répondu, ben moi ça m'intéresse pas vraiment de recevoir la personne qui a fait cette enquête-là, et il y a eu zéro conséquence. Donc, à un moment donné, il va falloir que le prochain pape s'ouvre les yeux sur les agressions sexuelles qui ont été commises au sein de son Église. Merci beaucoup, Sébastien Richard. Vous êtes porte-parole des victimes des religieux de la congrégation Sainte-Croix. Merci beaucoup d'avoir pris la parole aujourd'hui. Je vous remercie, madame, mais je ne suis pas optimiste quant à ce que vous attendez du prochain pape. Moi non plus. Malheureusement. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous avez sûrement vu ça passer dans le contexte, évidemment, de la campagne électorale. Il y a un député conservateur qui a dit que lui considérait que c'est le Neil Oberman là, qui se présente pour les conservateurs dans la circonscription de Ville-Mont-Royal. Il a dit que les universités devraient faire le ménage avant d'obtenir un sou de la part d'Ottawa. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de protéger vos étudiants juifs, ben un gouvernement conservateur vous donnera pas d'argent. Dans la foulée, évidemment, Pierre Poilievre a laissé entendre que lui irait aussi à peu près dans le même sens. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça. Les commentateurs ont dit, on le sait bien, Pierre Poilievre, ben, il est pro-Israël.
Attendez 2 secondes, là. Est-ce qu'on peut réfléchir avant d'en arriver à cette conclusion-là? On va en parler avec Dr Lior Bibas, qui est président de l'Association des médecins juifs du Québec. Bonjour, Dr Bibas. Vous avez fortement réagi sur les médias sociaux quand cette proposition a été faite par Monsieur Oberman, mais aussi parce que plein d'analystes politiques, j'en ai entendu quelques-uns sur les ondes de Radio-Canada, disent, prendre la défense des étudiants juifs, c'est ce qu'on fait quand on est proche du régime Netanyahou. C'est un résumé, c'est un amalgame un peu simpliste. Ouais, en fait, moi, c'était pas une prise de position politique du tout. C'était vraiment une réaction face aux réactions que je voyais à ce que M. Oberman a dit. Regardez, il faut comprendre que les étudiants juifs maintenant dans les universités, ils ne sont pas dans un milieu qui est sain pour eux, surtout quand on parle de McGill et Concordia, quand on voit qu'est-ce qui se passe là-bas sur ces campus-là. C'est des milieux qui sont hostiles. Moi, je connais des étudiants qui ont peur d'aller à leurs cours, qui ont peur qu'on dise leur nom, qui sonnent juifs. En face de tout le monde. Et ça fait 18 mois depuis le 7 octobre, ça fait 18 mois qu'il y a cette influence étrangère qui agit et qui sème le chaos dans nos campus. Puis les dirigeants de ces universités n'ont pas fait grand-chose pour protéger les étudiants juifs. Puis on s'entend qu'au Québec, au Canada, il y a quand même une grosse partie de leur fonds qui vient de nos impôts. Alors c'est sûr que moi, comme Québécois juif, je vois ça, puis c'est un plan qui a de l'allure. On vous dit pas qu'on vous enlève l'argent d'emblée, mais si vous n'êtes pas capable de protéger une partie de la population, ben là, il y a des conséquences. C'est juste dire, il y a des conséquences à ne pas pouvoir agir. Ouais. Sur les médias sociaux, vous avez amené un point que je trouve intéressant, puis je veux que vous le partagiez avec nos auditeurs pour alimenter la réflexion. Vous dites depuis 1 an et demi, dans les universités, on est très préoccupé par les micro-agressions. Hein. Si quelqu'un se fait mégenrer, on considère que c'est une micro-agression. Si quelqu'un utilise un terme genré alors que la personne est non-binaire, la personne se roule en boule par terre. Mais quand il y a des réelles agressions, tout d'un coup, les universités les voient plus, ces agressions-là. Est-ce que les universités sont rendues trop woke? Je pense qu'il faut voir que c'est toute la plateforme EDI qui s'est envahie des universités dans les dernières années. On apprend maintenant que les Juifs étaient vraiment dans l'angle mort. Certains disent involontaire. Moi, je pense que c'était plutôt volontaire et voulu. Et on voit un petit peu les conséquences de ça. On n'aurait jamais accepté s'il y aurait un groupe d'étudiants blancs qui dirait on laisse pas passer ceux de certaines races ou de certaines ethnies pour arriver à leur cours. Mais ça, qu'est-ce qui arrive aux étudiants juifs? Si on aurait mis des conséquences à ces universités-là, les gens, il y aurait pas de critique, ça aurait été, on serait attendu à ça. Mais on voit maintenant qu'en fait, c'est le contraire. On dit, ils vont trop loin, ils enlèvent l'argent, c'est du définancement des universités, ils ont plus de liberté académique. Mais tout ce qu'on demande, c'est que nos étudiants soient protégés et qu'ils étudient en sécurité. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction, en effet, entre dire aux universités ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas enseigner et dire aux universités, assurez-vous que les étudiants se sentent en sécurité sur les campus. La comparaison que vous faites est intéressante parce que, en effet, on a vu des cas, puis c'est documenté, puis de toute façon, ça a été filmé, des étudiants juifs qui avaient de la difficulté à se rendre à leurs cours ou alors qui se faisaient harceler sur les campus tout à fait. Ou qui se faisaient dire, on veut pas de sionistes. Évidemment, les gens mélangent tout. Donc, qu'est-ce que les universités, Concordia, McGill, aurait dû faire dès le départ, dès le 8 octobre 2023, pour s'assurer que tout le monde se sente en sécurité sur les campus? D'abord, au-delà d'envoyer des courriels qui veulent rien dire, moi, je pense qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est d'avoir des vraies conséquences. Ça veut dire les étudiants qui mènent ou qui font partie, ils doivent avoir des conséquences disciplinaires. Surtout, moi, à mon avis, ceux qui sont des étrangers, qui sont là sur un permis pour étudier et qui sèment le chaos pour des étudiants canadiens et québécois, à mon avis, ils ont plus leur place ici. Bon, les Canadiens qui font ça, d'abord, on s'entend, c'est des gens masqués. Qui se couvrent complètement le visage, qui veulent pas être identifiés. C'est des puis il faut avoir des conséquences. On peut pas les laisser continuer semer le chaos dans nos universités. Finalement, ça fait tout le Canada qui va perdre. Le Québec aussi, des institutions qui sont reconnues. Et il faut avoir des vraies conséquences. On est une société où il y a des règles, puis il faut les appliquer, puis il faut avoir des conséquences si on les respecte pas.
Vous disiez tout à l'heure que vous connaissez beaucoup d'étudiants juifs qui ont peur en ce moment et depuis le 8 octobre, qui ont peur d'aller à leurs cours, qui se sentent pas en sécurité dans les campus. Je pourrais rajouter à ça plein d'étudiants juifs qui ont peur, par exemple, dans les écoles secondaires. J'ai la fille d'une de mes amies qui s'est fait dire, parce qu'elle portait son nom écrit en hébreu, là, elle avait une petite chaîne autour du cou et elle portait donc son nom en hébreu, elle s'est fait dire à son école ici à Montréal qu'il fallait qu'elle fasse attention parce qu'il y avait des étudiants qui portaient le kéfier, qui l'avaient harcelée. Au lieu de dire aux étudiants qui la harcelait, d'arrêter de la harceler. Ils lui ont dit, à toi, arrête, t'es mieux pour te protéger de faire ça. Et on le sait pertinemment qu'au cours des derniers mois, il y a des écoles primaires, des maternelles, qui ont reçu des cocktails Molotov. Donc, ça part de l'université, mais il y a plein de gens de la communauté juive qui se sentent pas en sécurité à Montréal en ce moment. Depuis 7 octobre, c'est un nouveau monde. Je pense pas qu'on va retourner en arrière, mais il faut dealer avec ce nouveau monde qu'on vit, puis il faut agir. C'est une raison pourquoi je te remercie de me laisser parler puis me donner la plateforme pour en parler. Mais c'est extrêmement important de reconnaître l'enjeu au Québec. Puis on sait dans l'histoire du monde, quand il y a une haine envers le juif, ça commence contre le juif, mais ensuite, ça va aller vers d'autres minorités, puis ça va être toute une société qui va en vivre les conséquences. Alors, c'est important de se rappeler c'est quoi nos valeurs ici au Québec. T'sais, on est inclusif. On a l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, c'est des valeurs, la neutralité politique dans des milieux, par exemple le milieu de la santé où je travaille, c'est des valeurs qui sont essentielles à la cohésion sociale ici au Québec. Est-ce que vous avez peur comme médecin parce que vous vous identifiez comme juif? Non, moi j'ai pas peur. Moi à titre personnel, je travaille dans 2 milieux où j'ai pas eu d'enjeu, puis c'est très... C'est des milieux, c'est des environnements de travail qui sont très respectueux. Puis moi, je suis chanceux, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas cette chance. Oui. Hier, c'était une journée importante. C'était quoi la journée hier? Hier soir, hier soir, c'était la Yom HaShoah. Alors, Yom HaShoah, c'est la journée de commémoration de l'Holocauste on sait qu'il y a une le 27 janvier. Ça, c'est la journée internationale, mais il y a une journée dans le calendrier juif. Alors, ça change à chaque année, dépendant de la date dans le calendrier grégorien. Puis, c'est vraiment la journée de commémoration des 6 millions hommes, femmes et enfants qui sont été assassinés durant l'Holocauste. Alors, ça commence le soir hier, puis c'est durant toute la journée. Alors, c'est une lourde journée et c'est sûr qu'on voit je veux pas comparer, mais c'est sûr que c'est plus pesant depuis le 7 octobre, disons. Oui, de célébrer cette journée-là. Oui, de s'en rappeler. C'est important aussi de dire que cette journée-là, on pense à toutes les victimes de l'Holocauste, mais pas que aux Juifs, parce que pendant l'Holocauste, il y a aussi évidemment des résistants, des personnes handicapées, des personnes LGBT qui sont morts dans les camps. Donc, c'est important de rappeler que cette journée-là, on pense à toutes les victimes de l'Holocauste, parce que les nazis, évidemment, détestaient les Juifs, mais détestaient aussi toutes sortes de minorités et plein de gens différents. Ouais. Disons ça comme ça. Merci beaucoup, Dr. Bibas, d'être venu nous parler aujourd'hui. Je trouvais que c'était important de vous donner la parole pour contribuer à la réflexion. Après, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec la position de Poilievre? Ce sera à vous de décider le 28 avril. Mais je trouvais ça important d'entendre votre point de vue dans cette discussion-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, vous avez vu ça sûrement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, une dame qui, pensant bien faire, a donné jusqu'à 38 000 $ pour un faux site parce qu'elle pensait que c'était bel et bien Normand Brathwaite qui vendait de la crypto-monnaie. Normand Brathwaite, vous le connaissez, animateur, comédien, musicien, etc., etc. Bonjour, Normand. Bonjour, Sophie. J'ai l'impression que... Oui? Je vais entendre un peu de voiture sur un coin de rue à Granby. Bon, on salue les gens de Granby. C'est de la grande visite quand Normand est là. Normand, j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. J'ai l'impression qu'à tous les 2 mois...
je fais une entrevue avec toi, puis là, tu dis aux gens qui écoutent Cube, attention les amis, ce n'est pas moi, mon identité a été usurpée, je ne fais pas ça. Ça fait je sais pas combien de fois que je fais une entrevue avec toi. Comment ça se fait que le message passe pas, puis qu'il y a encore des gens qui tombent dans le piège, Normand? Et je comprends pas. Je comprends pas. Là, j'ai vu ça aujourd'hui, parce que je trouve pas ça drôle, là, tu sais. Les gens... Je connais la valeur de l'argent et je sais que le temps que ça prend pour ramasser de l'argent et je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas un filet protecteur à quelque part. Dans le sens, là, je me suis dit un matin, moi, ce que je vais dire, c'est croyez jamais à rien de ce que je dis. Mais c'est un non-sens aussi. Ben oui. Parce que les gens, je vais dire, je fais pas de crypto, mais on dit non, il en fait, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on croit. Tu sais, ça en est décourageant, je crois. En tout cas, j'ai pensé à quelque chose aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. L'Union des artistes sont très près de nous. Ouais. Ils ont nos numéros. Alors, peut-être qu'ils pourraient faire une espèce de ligne, pas une ligne d'urgence, mais quelqu'un appelle à l'Union des artistes. J'aimerais acheter les bitcoins de Julie Perrault ou de je sais pas qui, là. Et là, l'Union vérifie et rappelle la personne, dit non, elle fait pas ça. On vient de lui parler, on a parlé à son agent, il fait pas ça. C'est une façon de vérifier. Parce que à chaque fois, je me dis comment tu peux passer de moi qui dis à quelque chose à la télé, tout ce que je dis à la télé ou à la radio est surveillé comme écoute, il y a des mots que je peux pas employer, même faire des jokes. Alors, il pourrait avoir une ligne où tu t'appelles, puis les gens disent non, Normand, il fait pas de crypto-monnaie. Ouais. Parce que c'est pas rejoignable facilement d'une gérante, tu sais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vois pas la fin de décourager, là. Ben, parce que t'as beau pas être coupable, mais tu te sens tout le temps coupable. Tu sais, à quelque part. Ah oui? Tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour... Mais tu sais, on peut bien mettre à la fin de mes émissions ma face qui dit non, crypto-monnaie, mais tu sais, je sais pas comment ils font. Parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai parlé à des personnes qui ont mis de l'argent, des gens de mon équipe qui ont mis de l'argent, tu sais. C'est pas des deux de pique, là. Comment se fait qu'il n'y ait pas un filet protecteur quelque part? C'est ça que je comprends pas. Écoute, ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu dis, il y a des gens de ta propre équipe qui ont mis l'argent là-dedans. Hier, je recevais Isabelle Huot et des amis à elle l'ont appelée parce qu'elle a aussi été victime d'une arnaque comme ça. Des gens se sont fait passer pour elle. Et même des amis à elle l'ont appelée en disant « Hey Isabelle, ça a l'air le fun ton nouveau produit, c'est quoi? » C'est vraiment décourageant. Oui, Cybèle, ma collègue Cybèle avait une question pour toi, Normand. En fait, c'est plutôt, j'apporte de l'eau au moulin en disant qu'il y a quelqu'un aussi qui nous a parlé de Pierre-Olivier Zappa, qui s'est arrivé aussi, que lui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo de deepfake, donc la même chose qui est arrivée à Isabelle Huot, et donc lui vendrait des produits Apple, ou du moins dit que les gens vont pouvoir recevoir de l'argent s'ils achètent des produits Apple. Donc, tu sais, il y a ce côté-là aussi où on les voit maintenant et le monde n'a plus là aussi le réflexe encore développé, ils l'ont pas encore d'être capable de voir que c'est une fausse représentation puis un faux vidéo tellement que ça se perfectionne. Ouais. Tu sais, c'est fou, là. Ouais. Oui, vas-y, ça Normand. Va être laid c'est déjà laid, là. Ça va être laid, là. Parce que là, on peut faire un film avec moi, là, où je peux dire n'importe quoi. Ben oui, tout à fait, parce que... Je pense que c'est ça qu'il faudrait un filet protecteur, soit l'Union des artistes, soit... c'est sûr que de vous parler, faire un article dans le journal, ça aide aussi, là, tu sais. Mais je sais pas si ça va être quoi le bout. Moi, je pensais que c'était réglé. On a fait une joke avec Rona. Ben oui. Que j'étais pas mort.
pensais que c'était fini puis enterré, cette affaire-là. Oui, ça, c'est important. Je comprends pas. C'est important de le rappeler parce que, donc, tu avais fait une publicité pour Rona Plus et justement, tu blaguais sur le fait que des sites avaient inventé le fait que tu étais mort. Tu es venu ici à mon émission, on en a parlé. Il y a eu un texte dans le Journal de Montréal disant que tu m'avais donné une entrevue puis que tu avais fait cette pub-là. Puis il y a encore des gens qui continuent à croire que tu participes à toutes sortes d'affaires. Vas-y, Sybelle. Il y a Dan de la Prairie qui apporte un bon point, qui dit bonjour, c'est la maladie du siècle. Les gens veulent faire de l'argent sans travailler. C'est pour ça que le monde se fait prendre. Ouais. Je trouve que la réflexion est pas mal parce que c'est vrai que c'est l'appât du gain puis les gens se disent moi je fais confiance à cette personne-là que je vois au quotidien ou que j'entends et que j'aime. Ça a l'air de l'argent facile et là se lance là-dedans. Oui, parce que tu le sais, Normand, dans le documentaire de Marie-Claude Barrette, Marie contre Goliath, Marie-Claude Barrette a interviewé quelqu'un qui a, elle aussi, été victime d'une fraude sous ton nom, c'est pas de ta faute, mais c'était une fraude Normand Brathwaite. Et Marie-Claude le dit, c'est sûr que les gens sont attirés par une crème qui les fait paraître plus jeunes, un régime qui les fait maigrir et ramasser des millions de dollars. C'est pour ça que c'est frustrant. Et puis en plus, tu me connais, Sophie, avec l'Internet. Moi, j'ai un téléphone, tout ce que je peux faire, c'est allô et bye-bye. Et mon fils en revient pas que des gens pensent que je puisse connaître quelque chose des bitcoins. Lui, ça le fait bien rire. Moi, ça me fait de moins en moins rire. Mais tu sais, je suis tellement pas Internet, je suis tellement pas là-dessus. Peut-être une raison aussi, je devrais checker mes affaires. Mais même ma gérante, je viens d'y annoncer qu'il y avait un papier, tu sais, elle n'a pas vu ça passer, là. T'en as lire son journal à la fin de journée. Est-ce que ça t'arrive des fois que quand tu croises des gens dans la rue, que les gens te reprochent ça en disant coudonc Normand, à cause de toi, j'ai perdu de l'argent. Est-ce que ça arrive que ça se retourne contre toi, que ça a un effet boomerang bien malgré toi parce que t'as rien à voir avec ça? Mais des fois c'est mon frère, mon beau-frère. C'est rare que je rencontre les gens qui ont perdu directement de l'argent. Mais comme la personne travaille sur mon show, il dit j'ai mis 300 pièces là-dessus. J'ai dit, tu viens me porter mon micro tous les jours, t'aurais pas pu juste me demander, tu sais, juste dire, normalement, je vais investir dans, t'aurais dit tout de suite, oublie ça, mais c'est mieux d'investir dans n'importe quoi, tu sais. Que ça, mais tu sais, c'est comme fatigant, là, ça fait une madame 38 000, un autre. Tu sais, moi, je suis rendu pas loin de 50 000 que je n'ai pas enlevé à personne, mais qu'en servant de moi. Et j'aimerais ça qu'on pogne ce monde-là puis qu'on leur enlève ça de leur compte de banque. Ouais. À un moment donné, c'est choquant. Puis aussi, il y a des gens qui me disent, faut que tu comprennes que ça veut dire que les gens t'aiment. Moi, je vois pas ça comme les gens m'aiment. Je vois ça comme il y a du monde moins informé, puis les gens se servent des gens qui m'aiment. Mais tu sais, c'est pas les... Je trouve ça... on n'est pas content de ça. Moi, je suis pas content que du monde perde l'argent parce qu'il aime ce que je fais à la TV. Là. Tu sais, il y a quelque chose de... Puis c'est comme, là, le mot est exagéré parce que je sais ce que le mot veut dire, mais pour moi, c'est un petit peu un viol. Tu sais, quelqu'un qui se couche à soir puis il y a 38 000 $ de moins dans son compte à cause qu'ils sont servis de moi. Pour moi, je me sens violé. Ouais, mais je comprends que tu utilises ce mot-là avec beaucoup de précaution, mais on comprend tout à fait. Ouais. Quelqu'un qui, moi j'ai déjà entendu ça souvent, des gens qui se font cambrioler, tu sais, quelqu'un rentre chez eux, vole des bijoux, vole des objets précieux de leur intimité. Les gens disent, c'est comme un viol, c'est un viol de mon intimité. Donc dans ce sens-là, c'est ça je veux dire. Là. Oui, mais je sais très bien ce que le mot viol veut dire, mais en fait, je vais changer le mot pour quelqu'un qui est venu dans mes affaires,
Ouais. qui m'a imité à la télévision pour faire de l'argent sur quelqu'un qui l'a ramassé depuis longtemps. Ouais. M'a dit l'affaire de ma mort, je trouvais pas ça drôle, mais à quelque part, je trouvais ça drôle. Mais là, c'est plus malsain, c'est insidieux, je sais pas, je file pas bien. Non, je comprends tout à fait. Puis tu sais, bon, ça fait, je l'ai dit, ça fait plusieurs fois que je t'interviewe sur le même sujet. Je t'ai interviewé des fois où tu étais furieux, plein d'énergie, fâché, en colère. Je t'ai interviewé des fois où tu étais triste. Je t'ai interviewé. C'est qu'à un moment donné, on sait même plus dans l'éventail de sentiments pour faire comprendre aux gens, pour faire passer le message. On sait juste plus quoi dire. On sait juste plus quoi faire. On sait plus quoi dire. Voilà. Exactement. Ben écoute, je suis très contente de te parler, Normand. Je confirme à tout le monde que tu connais strictement rien à la technologie. Ça a tout pris pour qu'on arrive à te parler au téléphone aujourd'hui, parce que normalement on fait nos entrevues. Non, mais c'est parce qu'il faut le raconter parce que c'est drôle. Normalement on fait nos entrevues par VMix, mais tu sais on s'est dit avec Normand, tu sais, on va juste faire ça au téléphone là. Soit avec Normand, c'est soit il est au téléphone, soit il est en studio, parce que, tu sais, je veux dire, la technologie fait qu'oubliez ça. Normand Brathwaite ne peut pas vous vendre quelque chose qui implique une technologie compliquée. Oubliez ça. T'as plein d'autres qualités, mais celle-là, tu l'as pas. Allez, je t'embrasse. Merci beaucoup, Normand. À la prochaine chicane. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Pourquoi donc est-ce que Rémi Villemure porte une casquette rouge et ça n'est pas écrit MAGA dessus, mais c'est bien la casquette du Canadien? Autographié par José Théodore, mon idole de jeunesse. Oui. Ben, écoute, c'est écrit vraiment à Rémi. Oui, c'est à moi. Pour parler des Canadiens. Ben oui, parce qu'on a trouvé le moyen ce matin, puis c'est un exploit de parler d'autre chose que Donald Trump ou de l'élection fédérale. Donc, malheureusement, c'est pas une merveilleuse nouvelle, mais donc tout le monde en a entendu à peu près parler, là, mais c'est quoi cette histoire-là? Explique quand même pour ceux qui savent pas. Évidemment. Donc, il y a les autobus de la STM qui font leur travail, qui se promènent sur les routes, et en temps de série, depuis quelques années, on peut lire « Go, Canadien, go ». Et il y a quelqu'un qui trouvait ça trop anglicisant et qui a demandé à l'OQLF de s'intéresser à ça. Et on a rendu une décision. Et là, désormais, ça va être « Allez, Canadien, allez ». Et là, c'est une histoire qui a été sortie par la Gazette. C'est la Gazette qui nous apprend ça ce matin. Allez, Canadien, allez. Là, vous le voyez à l'écran. Donc, est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est justifié? Bon, c'est exagéré. C'est exagéré? Ouais, OK. Oui, c'est exagéré. Ça ne sert pas la cause. Mais je pense qu'on peut aussi réfléchir de façon un peu plus ambitieuse. Parce que, bon, de dire l'OQLF aurait dû laisser ça passer, ça ne fait qu'alimenter la réputation qu'ils ont, soit d'être des gens zélés d'un certain âge qui ne vivent plus à l'ère contemporaine. La police de la langue, comme certains anglos adorent le dire. Ils savaient évidemment qu'en rendant une décision pareille, ils allaient mettre du gaz dans le réservoir et que ça allait continuer, ces accusations-là. Mais en même temps, je m'intéresse quand même à la langue, moi, depuis quelques années, et ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas d'équivalent de « go » dans la langue québécoise. La preuve, on a rendu une décision, ça va s'appeler « Allez, Canadien, allez », et dans la bouche de personne, c'est vraiment naturel. Dans la bouche de personne, ça roule comme le « go ». Alors, moi, je veux quand même te faire écouter un extrait d'une chanson des Locolocasse qui savent fort bien, et on les salue depuis des années, manier la langue, et voici ce que ça donne quand même. Tu dis allez, ça marche pas dans notre bouche, ça roule tout croche. Ben, je veux dire, on est des centaines, des milliers, pour ne pas dire des millions, à chanter avec les Locolocasse. Des fois, on chante aussi Libérez-nous des libéraux, mais c'est une autre histoire. Ouais, non, mais j'ai rien contre le fait que Locolocasse ait écrit une chanson pareille. Je dis que
ça ne roule pas. C'est-à-dire, cette chanson-là, quand elle était sortie, moi, je me rappelle, ça allait pas, c'était pas un naturel que de dire « Allez, Montréal, allez ». On est habitué de dire « Go, Habs, go ». Et je te dis pas que c'est une bonne chose, puis qu'il ne faut pas faire de recherche, puis ne pas inventer d'autres mots. En fait, je viens te dire aujourd'hui que c'est pas un hasard. Si « Go, Habs, go », même le PQ, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, a défendu la formule Québec solidaire. Réagi, tout le monde. Mathieu Lacombe à la culture. Mais il y a quelqu'un qui nous écrit aussi que le mot go, puis moi, c'est là que j'espère, j'imagine que vous allez aller là, mais en termes de la langue française, est-ce qu'il est employé ou non? Parce que Sylvie Lécuyer nous dit, moi, je viens tout juste de vérifier, le mot go est dans mon dictionnaire de la langue française, le petit Robert 2024. Donc, est-ce que c'est qu'on n'a même pas le droit de l'utiliser? Oui, ça dépend. Finalement? Mais il faudrait voir comment c'est utilisé parce que je sais qu'un petit peu plus tôt aujourd'hui, Benoît Dutrisac qui parlait avec, je pense que c'était avec Jean-Charles, disait, par exemple, qu'on a changé au Québec les signes d'arrêt. Avant, c'était marqué stop et maintenant, c'est marqué arrêt. Donc, on est capable quand même de dire, même si un mot existe, parce que stop existe bel et bien dans le dictionnaire. Mais là, on parle de go. Oui, non, mais le parallèle que je fais, c'est que go existe dans le dictionnaire, stop existe dans le dictionnaire, mais on a choisi au Québec de maintenir un environnement purement, tu sais, il y a peut-être une certaine pureté qui peut être un idéal, qui peut gosser bien des gens aussi. Ah oui, puis à ce compte-ci, oui. Alors là, j'encouragerais toutes les initiatives qui viseraient à introduire dans notre parler populaire des mots encourageants. Parce que je voulais attirer votre attention à toutes les deux sur des expressions qu'on utilise quand les choses vont pas très bien en québécois. Et ça roule très bien dans une bouche. Tu sais, quand quelqu'un vous dit « ça va-tu? » Ouais, c'est ça qui est ça. Ouais, hey. Tu sais, tout ce langage-là. Hey, qui est l'espèce de remplaçant de « hey ». Tu te fais surprendre. Hey, ça, on est capable de dire ça en québécois. Hey, c'est ça qui est ça. Je vais te donner un bon exemple qui, moi, me gosse. OK? Ça me tombe sur les nerfs. Bon, tout le monde le sait, je suis née en France, je suis arrivée au Québec, j'avais 12 ans. Donc, ça fait 47 ans que ça me gosse qu'au Québec, quand on dit bonjour, les gens disent allô. Pour moi, allô, c'est ce que tu réponds quand tu réponds au téléphone. Tu ne salues pas quelqu'un en disant allô, parce que c'est vraiment un calque de l'anglais hello. Donc, alors, je veux dire, mais je ferais pas une loi, puis j'appellerais pas l'OQLF pour signaler que quelqu'un a dit allô, comprends-tu? C'est qu'à un moment donné, il faut juste, tu sais, il y a des expressions qui sont anglaises. Des fois, les gens ne s'en rendent même plus compte. Mais à un moment donné, quand tu t'appelles l'OQLF, t'es toujours bien là pour faire respecter le français. On va pas dire « Hey, l'OQLF, vous allez trop loin, vous faites respecter le français. » Il me semble que c'est évident. Je sais pas. Parce que si tu travailles à l'OQLF, oui, ton travail, c'est de faire respecter le français, mais c'est de faire rayonner le français, puis c'est de faire en sorte que les gens aient le goût de l'apprendre et de le valoriser. Alors, si tu sais que tu t'apprêtes à prendre une décision qui va être fortement impopulaire, et là, la preuve est faite, tout le monde est d'accord que c'est niaiseux à l'Assemblée nationale, y compris les forces souverainistes, eh bien, t'as pas servi la langue, t'as pas fait rayonner la langue et t'as juste alimenté ta sale réputation de police de la langue. Et c'est plate parce qu'ils font du travail important, tu viens de le dire, et je suis d'accord avec toi. Alors, je veux juste rendre le crédit là où il est dû. Jérôme Landry, donc animateur de radio, a mis sur ses médias sociaux, et je trouve que c'est très malin, l'organigramme de l'OQLF. Donc, nous, on est allé le rechercher aussi. Ça fait du monde pour il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent à l'OQLF. Moi, j'adore l'OQLF. Je rappelle à tout le monde que l'OQLF fonctionne aussi sur dénonciation, c'est-à-dire que ils vont pas se promener dans les commerces en disant il y a trop d'anglais ou de chinois ou de japonais, peu importe. Non. Ça, c'est la base. Donc il faut que vous vous plaigniez. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint du Go canadien Go. D'ailleurs, je suis pas certaine si ça a été mentionné dans l'article, mais plutôt on voulait les recevoir en entrevue, puis on dit qu'ils voulaient pas sortir en entrevue là-dessus. Mais qu'ils avaient reçu une seule plainte. Là, j'ai essayé de chercher plutôt pour savoir est-ce qu'ils sont obligés d'agir sur une seule plainte ou est-ce que ça prend un nombre de plaintes avant d'agir? Non. Donc, avec une plainte, il y a une personne qui chiale et là, vraiment, toute la société doit s'en remettre à cette personne-là qui s'est fait déplaire par ça. C'est pas ça, c'est que, mettons, moi, je veux dire, c'est quand on est d'accord avec le résultat, on trouve que c'est quelqu'un qui a porté plainte et c'est formidable. Quand on n'est pas d'accord le résultat, on dit il suffit d'une plainte puis la personne a chialé, tu comprends? Ouais. C'est comme ça que fonctionne le système, c'est que tu te plains, tu déposes une plainte à l'OQLF enquête et s'il y a matière, ils vont agir. Mais oui, ça prend juste une plainte parce que c'est un office qui reçoit des plaintes. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais la question est bonne. Il y a un truc auquel il faut qu'on réfléchisse aussi collectivement, c'est à quel point l'anglais est rendu partout, parfois même sans qu'on s'en rende compte.
aujourd'hui, Pierre-Yves McSween, Radio-Canada nous annonce que Pierre-Yves McSween, va avoir une émission tous les samedis à la radio de Radio-Canada à partir du mois de mai, et ça s'appelle « Sauve qui peut ». Puis le S de « Sauve », c'est un S comme un signe de $, parce qu'il va nous aider à sauver de l'argent. Mais c'est un énorme anglicisme, et je comprends même pas que les gens de Radio-Canada aient laissé passer ça. En français, on dit pas « sauver de l'argent », on dit « économiser de l'argent ». Mais t'as raison, puis c'est peut-être dans... Mais on s'en rend même plus compte. Même à Radio-Canada, ils s'en rendent pas compte. L'anglais est rendu partout. Et je viens peut-être de changer d'avis pendant la chronique, parce qu'effectivement, ça se peut, et je l'admets, c'est parce que s'il est partout, peut-être qu'il faut effectivement ne pas le laisser passer. Être plus vigilant. Plus vigilant, puis peut-être que des fois, c'est au coût de certaines réputations, puis au coût de certains sourires. Mais bon, enfin, il faut aussi essayer de sourire un peu en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de le faire. Et là, le Canadien est en série. Alors moi, je dirais go, Cube, go. Ben non. Ben oui. Allez, Cube, allez. Non, mais c'est parce que si je me mets à chanter, les gens vont changer de poste. Là, t'as du temps, puis j'aimerais ça t'entendre avec le temps qui te reste. Continue la chanson. Non, c'est pas... Toi, as-tu 4 000 $ et une à mettre sur la pancarte de Demi-Love? J'ai voulu mettre 600 $ l'autre jour. 6 secondes. Merci beaucoup, les amis. Merci Cybèle. Merci Hugo et merci Jean-Philippe et merci à vous. On se retrouve demain. Cube.